Je vais peut-être concentrer mon propos sur des considérations un peu plus pratiques, qui sont celles que peut avoir un avocat quand il est amené à conseiller ses clients dans une situation comme celle qu'on vit aujourd'hui. Et peut-être rappeler comme premier point que la caractérisation de la force majeure, la question qui nous occupe, c'est-à-dire est-ce que la crise actuelle peut être constitutive d'un événement de force majeure permettant éventuellement de se dégager de ses obligations contractuelles, c'est une question qui s'apprécie au cas par cas et chaque situation est différente de l'autre. On est parfois tenté d'avoir une approche extrêmement globale, globalisante, uniforme. Les pouvoirs publics eux-mêmes ont, en le voulant ou non, parfois poussé dans cette direction. Il y a eu des déclarations de certains ministres qualifiant de façon générique la crise du Covid-19 comme étant un événement de force majeure. Et malheureusement ou heureusement, la situation est plus subtile. Et le premier point qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a pas de réponse générique, il n'y a pas de réponse unique. Chaque situation contractuelle diffère. Et avant de savoir si on peut ou non, on a un intérêt ou non à entrer dans cette discussion avec son co-contractant, il faut déjà regarder de façon factuelle la situation du contrat. Et quand on dit de façon factuelle, il faut regarder en quoi la crise, précisément, a pu rendre impossible l'exécution de certaines obligations contractuelles. Euh, Ça veut dire qu'il faut prendre ces obligations une par une et prendre les effets de cette crise un par un, si je puis dire. Bien évidemment, on va détailler, par exemple, une interdiction d'aller et venir n'a pas des effets identiques sur tous les contrats. Une interdiction de se rassembler a des effets évidemment extrêmement contrastés en fonction de savoir si vous êtes par exemple organisateur d'événements, de salons et autres. Évidemment, dans ce cas-là, vous êtes dans une interdiction absolue de remplir votre mission d'organisation d'événements. De même, une interdiction d'ouverture de commerce. Donc chacun de ces cas doit s'apprécier. Il va falloir regarder factuellement quelles sont les incidences de la gêne qui est causée à l'un des co-contractants, de l'empêchement qui est subi par l'un des co-contractants. En exemple, si vous avez conclu un contrat d'écriture de scénario ou d'ouvrage, un contrat de propriété intellectuelle, le fait d'être confiné chez vous, pour désagréable qu'il soit, peut probablement aboutir à ce que vous rendiez plus vite votre copie, plutôt que de pouvoir aller et venir librement et sortir de votre domicile. Donc, premier point, il faut une analyse contrat par contrat et bien sûr se garder de toute généralité. La seule généralité qu'on peut garder à l'esprit, c'est le fait que normalement, la force majeure ne concerne pas les obligations de paiement de sommes d'argent. C'est un deuxième travers qu'on a vu récemment dans un certain nombre de commentaires. L'argent étant l'archétype même d'une chose de genre, normalement, la gêne que peut provoquer cette crise pour remplir, pour respecter ses obligations de paiement au titre d'un contrat n'est pas constitutive d'un cas de force majeure. Il y a d'autres solutions qui existent. Si on est malheureusement impossible de faire face à ces dettes avec son actif disponible, ce sont notamment celles qu'il faut rechercher du côté des procédures collectives ou des procédures de sauvegarde. Et on peut retenir comme règle un peu générale, effectivement, que la force majeure est exclue lorsqu'il s'agit uniquement d'une obligation de paiement de somme d'argent. Deuxième point qu'il faut garder à l'esprit, c'est cette analyse factuelle doit se doubler d'une analyse juridique au cas par cas, contrat par contrat, puisque l'article 1218 du Code civil, dont j'espère Gilles Pillet pourra nous dire un mot dans quelques minutes, est supplétif de volonté, de sorte que les parties peuvent aménager conventionnellement la définition, les conséquences et la mise en œuvre de la force majeure. Donc, dans chaque situation contractuelle, il faudra bien sûr s'assurer, regarder dans le contrat s'il existe ou non une clause encadrant la force majeure et les thèmes sur lesquels peut porter l'accord des parties sont très vastes. La liberté contractuelle permet d'envisager diverses solutions qui ne sont pas nécessairement recouvertes par le régime légal de la force majeure tel qu'il est prévu dans le Code civil, par exemple le champ d'application de la force majeure ou les conditions de mise en œuvre. Donc c'est un deuxième point d'attention. Lorsque le contrat prévoit une clause spécifique encadrant la force majeure, il contient parfois des stipulations encadrant par exemple la notification, les délais de notification, les délais de prévenance et autres, qu'il faut bien évidemment connaître et scrupuleusement respecter si on estime se trouver dans une hypothèse qui peut justifier le déclenchement de la force majeure dans le contrat. De même, certaines de ces clauses contiennent une obligation d'atténuer parfois les effets de la force majeure
donc qu'on appellerait de réduire son dommage, ou de réduire le dommage d'ailleurs causé à la contrepartie. Et de même, il y a aussi parfois une obligation d'évaluer régulièrement la situation de l'autre partie et aussi l'obligation de reprendre l'exécution du contrat si la cause ayant empêché cette exécution a disparu ou s'est atténuée. Lorsque les stipulations dont on parle ne tranchent pas certaines hypothèses, on peut toujours revenir au régime légal qui est supplétif et dans ce cas-là s'en remettre aux dispositions de l'article 1218 du Code civil. Troisième point d'attention, c'est celui de la nécessité de conserver des preuves. Alors, on en est l'exemple aujourd'hui, en ces périodes où la communication électronique, notamment orale ou enfin, audio ou vidéo, va bon train. Il est indispensable, bien sûr, lorsqu'on entre dans une situation où il est possible qu'on soit amené à déclencher un événement de force majeure dans le contrat, il est bien sûr indispensable de conserver des preuves. Et ça concerne en premier lieu le débiteur de l'obligation dont l'exécution est empêchée, puisque le Code civil aujourd'hui, dans sa nouvelle rédaction, qui reprend en ça une jurisprudence antérieure, rappelle bien qu'il faut que le débiteur démontre qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la suspension de l'exécution de l'obligation. Donc, bien sûr, pour démontrer qu'on a pris toutes mesures nécessaires, il faut s'aménager des preuves. On pense en ces périodes, bien sûr, à des emails, mais probablement aussi à des courriers, si tant est que la Poste permette d'acheminer des envois recommandés par les temps qui courent. Cette obligation de se conserver des preuves, elle pèse bien sûr au premier chef sur le débiteur, elle pèse aussi sur le créancier de l'obligation, qui lui pourra avoir intérêt à se prémunir contre une volonté parfois de mauvaise foi du débiteur de se soustraire à l'exécution du contrat. Et le créancier peut aussi souhaiter accumuler des indices, des éléments de preuve qui montreront que contrairement à la thèse qui est défendue par le débiteur, l'exécution était bel et bien possible à l'époque où le débiteur a cherché à s'en soustraire en invoquant la force majeure. Quatrième point, c'est celui de la prudence qui doit guider les choix des co-contractants aujourd'hui et celui peut-être d'une obligation renforcée de bonne foi dans l'exécution des contrats compte tenu de la situation actuelle. On ne peut que recommander aux acteurs économiques de bien peser le pour et le contre avant de choisir, de déclencher une demande fondée sur la force majeure, puisque de fait, ça les place instantanément dans le rôle de la partie défaillante au contrat, et il peut y avoir un intérêt à ne pas endosser cette responsabilité. Alors, je ne dis pas qu'il faut jouer au mistigris et au jeu parfois un peu vain du co-contractant qui attend que ce soit l'autre qui, le premier, reconnaisse qu'il n'est pas en mesure d'exécuter ses obligations. Il n'empêche qu'une fois qu'on a invoqué la force majeure dans une exécution contractuelle, on est bien en peine, éventuellement ensuite, d'aller contester la réunion des conditions et essayer de se sortir de ce raisonnement si on se rend compte que le co-contractant a lui-même un intérêt supérieur, peut-on imaginer, à celui qu'on tire soi-même de la mise en œuvre de la force majeure. Donc il faut bien se poser la question avant de franchir ce pas, avant de prendre cette décision et de la mettre à exécution, d'invoquer la force majeure. Il y a d'autres outils qui peuvent être envisagés dont les conséquences sont peut-être moins extrêmes, moins graves. Par exemple, celui qui est prévu à l'article 1220 du Code civil, qui permet aujourd'hui une exception d'inexécution par anticipation depuis la réforme des contrats. Et on peut choisir, lorsqu'on estime qu'il est manifeste que son co-contractant ne sera pas en mesure d'exécuter son obligation, on peut choisir plutôt que de déclencher la force majeure tout de suite, ou de se placer dans ce prisme, d'invoquer plutôt une exception d'inexécution par anticipation, ce qui laisse peut-être plus de marge de manœuvre ensuite en fonction de l'évolution de la situation. Toujours dans cette logique de prudence et de bonne foi, bien sûr, ne pas refuser par principe la négociation en cette période troublée, ne pas refuser éventuellement d'envisager des adaptations à l'exécution du contrat. C'est le sens d'ailleurs des différentes communications qui ont été faites par les pouvoirs publics depuis le début de la crise. Donc c'est pas parce qu'on a le contrat pour soi, au pied de la lettre, qu'il faut aujourd'hui tenter d'imposer à tout prix l'exécution du contrat. Ça peut être un jeu un peu risqué, et on parlera peut-être tout à l'heure des éventuelles questions plus contentieuses aujourd'hui d'exécution forcée des contrats qui sont rendues un peu difficiles par le fonctionnement des juridictions, mais évidemment ça doit être remis dans cette perspective. J'avais prévu de dire un mot rapide
de droit comparé, peut-être pour regarder si les pays autour de nous, les pays qui nous entourent, offrent des mécanismes similaires à Peut-être celui que nous. je vais aborder cette question ensuite. On réfléchira Ouais, ensuite avec des réflexions de droit comparé, voire de droit européen. bien Mais sûr. on va continuer ce tour de table pour que on présente un peu les difficultés, l'état de la réflexion aujourd'hui, qui est, j'en conviens bien, très embryonnaire. Euh, et je pense qu'elle doit d'ailleurs être conduite en grande intelligence. Est-ce que notre professeur est quelque part et peut parler ou pas car il a disparu de l'écran, mais peut-être pour se brancher au moins de manière audio. Non. Alors écoutez, Pauline Gagé, je suggère que vous preniez la parole. Vous êtes directrice juridique à la société Gazelle Énergie, qui est une société fournisseur de gaz et d'électricité. On a compris que la situation aujourd'hui faisait qu'il y avait beaucoup de clients qui ne consomment plus rien, faute d'être ouverts et de continuer de fonctionner, et pourtant des obligations de fourniture. On ne va pas parler que des problèmes que je suppose votre société rencontre, mais plus généralement celles qui se posent aux entreprises pratiquement dans l'exécution des contrats. Et donc, si vous pouviez nous faire une présentation aussi en 10 minutes de la façon dont chacune des entreprises, j'ai compris, on s'inquiétait de savoir comment les contrats en cours allaient s'exécuter et si c'est ou non possible de s'en extraire par le voie de la force majeure. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je vous confirme que pour nous, ça a été un sujet qui nous a sauté à la figure, on va dire, dans les premiers jours, en fait, immédiatement. Je pense que beaucoup d'entreprises se sont retrouvées dans la même situation que la nôtre, où en fait, nous, on avait deux fronts en fait qui étaient ouverts. La fourniture d'un côté pour nos clients industriels, avec des très gros clients derrière comme Aéroport de Paris, pour ne citer qu'eux, qui ont arrêté de consommer en fait du jour au lendemain. Donc, on avait beaucoup d'électricité qui avait été achetée pour eux, en fait, qui restait entre nos mains avec des factures très importantes. Beaucoup de clients qui se sont mis à ne plus payer non plus. Dès qu'en fait il y a eu Emmanuel Macron qui a parlé, je crois que c'était un jeudi soir, hein, avant même les ordonnances, tout ça, ça a été une réaction immédiate en fait des clients qui ont arrêté de payer leur fourniture. Et en parallèle de la fourniture d'électricité, on est aussi producteur d'électricité et on devait démarrer en fait une révision sur deux tranches dans le Grand Est. Et en fait, le Grand Est, qui est, comme tout le monde le sait, très touché par la pandémie, on s'est retrouvé à avoir des cas sur un de nos sites. Les prestataires qui commençaient, qui venaient en fait pour démarrer en fait le travail. Donc on avait quand même 200 prestataires de plusieurs pays européens qui étaient attendus au 1er avril. Donc ceux qui installaient la base de vie sont partis sans dire on s'en va, on vous notifie quoi que ce soit, etc. Les hôtels ont fermé, ont été réquisitionnés, les restaurants étaient fermés, donc on ne voyait pas en fait comment les prestataires pouvaient continuer à intervenir. Et là, on a dû faire face à des situations très différentes. On a deux gros prestataires dans le lot, un belge et un allemand. Et l'allemand nous a dit, moi, je peux venir. Donc, on voyait pas comment parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Même lui, comment on pouvait faire venir ses sous-prestataires, etc., qui venaient d'une dizaine de pays différents. Mais ils nous ont maintenu cette idée qu'ils étaient capables d'intervenir et qu'ils voulaient exécuter leurs obligations. Ils voulaient pas se retrouver dans la position de tirer les premiers, en fait. Et un autre qui, lui, est belge, et le Belge, lui, au contraire, a rapidement déclaré la force majeure. Et a déclaré la force majeure, en fait, à tous ses co-contractants de manière assez symétrique en disant, moi, je suis dans l'impossibilité d'exécuter, je sais que mes prestataires ne pourront pas se rendre sur site, je ne suis pas capable de faire respecter les mesures de distanciation, etc. Donc, je ne peux pas venir faire mes prestations. Et nous, au milieu de tout ça, et ben, on s'est retrouvé bien embêtés à se demander en fait ce qu'on devait faire, ce qu'on avait intérêt à faire. Alors évidemment, comme l'a dit le précédent intervenant, en fait, on a regardé au cas par cas. On a vu qu'il y avait effectivement des clauses de force majeure qui étaient plus intéressantes que d'autres à mettre en œuvre.
On a vu aussi que dans certains cas, il fallait notifier très vite. On a surtout vu qu'il y avait quand même un certain nombre de clauses de force majeure qui offraient des possibilités de résiliation très rapidement. Au bout de 45 jours, 2 mois, ou nous, c'est des contrats qu'on n'a absolument pas l'intention de résilier. On veut bien les reporter un mois ou deux, mais pas les résilier. Donc en fait, on est en train de poser contrat par contrat pour. Là, je vous donne les deux gros exemples qu'on a, mais on en a des tonnes et des tonnes, comme j'imagine pour toutes les entreprises. Et on fait une évaluation en fait au cas par cas de la situation, de ce qu'on peut être en mesure de faire, etc. Mais surtout, et aujourd'hui la situation qui pour nous est compliquée, c'est que beaucoup de prestataires ont simplement disparu de la circulation, ne font plus n'exécutent plus leurs prestations, n'ont rien notifié. Et ces prestataires-là, bah, nous, on est quand même supposé les payer à la fin du mois. Et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire en fait comment en fait essayer de couvrir au mieux ce nombre de situations qui est très différente et qui est très impactante pour l'entreprise, avec à chaque fois, effectivement, comme vous le dites, des cas qui sont peut-être très spécifiques, mais de manière globale, bah, derrière, c'est quand même cette pandémie, ce problème qui se pose à tous qu'on doit tous arriver à gérer en faisant preuve de bonne foi. Et je suis certaine qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de faire du mieux et que la bonne foi, effectivement, c'est un peu ce qui caractérise la façon dont on essaie de gérer au quotidien les problèmes. Mais je me dis que dans 2, 3 mois, quand on va sortir de cette crise, que certaines entreprises seront vraiment aux abois, je me demande ce que va devenir la bonne foi à ce moment-là. Et effectivement, si on ne va pas venir regarder dans le détail comment chacun a réussi à traiter contrat par contrat ces situations-là. Et c'est pour ça que je comprends qu'il n'y ait pas une solution unique aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quand même une situation qui met toutes les entreprises à risque aujourd'hui. Et on manque d'uniformité ou d'une solution un peu applicable de manière un peu sereine, je dirais, en se disant quand on va vers une démarche, on ne se dit pas que dans 3 mois, on va créer une situation intolérable pour notre entreprise. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je suppose que vous n'êtes pas la seule entreprise qui se pose toutes ces questions. Je ne sais pas si Non. Vincent Lavorel préside le Cercle Montesquieu et donc on reçoit, j'imagine, les inquiétudes et les questions de ce cercle. Je vais dire un mot. Moi, ce que je note, ce que j'ai oublié de dire en introduction, c'est que le 28 février, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a dit, alors ça n'engage peut-être que lui, mais ça donnera quand même une indication, notamment sur cette question de bonne foi, qu'on devait être considéré dans un cas de force majeure pour les entreprises, d'ailleurs aussi les administrations. Et qu'il y a des dispositions légales, qui d'ailleurs sont maintenant pénalement sanctionnées, qui interdisent d'ouvrir, de travailler, etc., à un certain nombre d'entreprises. Donc, je ne sais pas si notre professeur nous a ou non rejoint enfin, mais ce qui, je pense, intéresse tout le monde, c'est de savoir si, lorsque l'autorité publique dit elle-même qu'on est dans un cas exceptionnel, qui est celui qu'on enseigne en deuxième année de droit et qu'on retrouve dans un certain nombre de droits, si là, il n'y a pas de la force majeure, je ne sais pas vraiment quand elle se poserait. Mais on va finir notre tour de table avec M. Frédéric Lamoureux, qui est secrétaire général d'un grand groupe dans le tourisme et l'immobilier, mais qui est surtout juge consulaire et dans la 13e chambre du tribunal de commerce de Paris, laquelle est spécialisée dans les ruptures brutales des relations commerciales. Je crains, Monsieur le Président, que vous ayez dans les mois à venir un peu de travail et donc qui nous intéresse à ce stade, puisque nous sommes dans une réflexion pour l'instant, c'est de savoir comment bien, les tribunaux de commerce se préparent à affronter les questions qui vont lui être posées, peut-être même celles des entreprises qui vont tenter de se mettre sous sa protection pour savoir ce qu'elles peuvent ou non pas faire dans la circonstance et comment sera apprécié ce critère du situation excessivement onéreuse, la clause de hardship qu'on retrouve dans un certain nombre de contrats. Je vous laisse à présent la parole une dizaine de minutes pour nous dire un peu comment, en pratique, du côté du tribunal, on voit les choses. Ouais.
Merci Basile. Merci aussi à Laure et à Pierre de leur invitation. Cette table ronde est évidemment d'actualité et elle le sera d'autant plus lorsque les tribunaux de commerce seront ouverts. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il faut attendre évidemment qu'ils reprennent totalement leur activité. Je dis totalement parce que si les portes du tribunal de commerce de Paris, par exemple, sont closes, le tribunal, le président et ses juges ne sont pas inactifs pour l'instant. À titre d'exemple, certaines audiences de procédure civile, enfin procédure collective, pardon, ont pu récemment être tenues par visioconférence, notamment pour traiter de déclaration d'état de cessation de paiement. Mais l'activité aussi sur les injonctions de payer a pu reprendre doucement, mais elle reprend grâce à la disponibilité de juges et du greffe du tribunal de commerce. L'activité des chambres contentieuses est bien évidemment à l'arrêt, en sachant que les différentes chambres du tribunal de commerce peuvent continuer à délibérer des audiences de jugement qui se sont tenues avant la période de confinement. On s'interroge tous sur la meilleure anticipation de la sortie de la crise sanitaire, mais qui ne sera pas évidemment la fin de la crise économique. Cette période engendrera nécessairement des contentieux auxquels il faudra faire face, mais de manière pragmatique et dans le respect des règles de droit. Aujourd'hui, on peut tout à fait anticiper les quelques cas symptomatiques dont le tribunal sera saisi. Le client qui cherche à obtenir la condamnation de son fournisseur à lui verser des dommages et intérêts parce qu'il n'aura pas été en mesure de lui fournir la prestation convenue, ou le fournisseur qui réclamera le paiement du prix convenu à son client, qui lui opposera son absence d'activité, le privant de la trésorerie disponible, ou encore la partie à un contrat qui, dans le contexte actuel, dont l'exécution de ce contrat engendrerait des conséquences telles qu'elle viendrait voir le tribunal demander l'adaptation du contrat. Bien évidemment, on aura un nombre important, en tout cas on le présuppose aujourd'hui, un nombre important de contentieux qui invoqueront la force majeure et l'imprévision notamment, mais pas exclusivement, j'entendais tout à l'heure parler de l'exception d'inexécution, qui peut être aussi, qui pourrait peut-être être éventuellement aussi soulevée. Au regard de la situation actuelle, aucun avis ne peut être donné de manière générale, puisque aucun juge consulaire en exercice n'a jamais été confronté à cette situation. Les tribunaux de commerce, on a l'habitude de le citer, créé à l'initiative de Michel de L'Hôpital en 1563, le tribunal de commerce a connu évidemment des pandémies, des épidémies, mais quelles leçons en tirer aujourd'hui? Aucune. Aucune, parce qu'on est dans une situation qui est totalement inédite et on ne peut pas savoir exactement aujourd'hui ou présupposer ce qu'il pourra devenir demain. En tout cas, par rapport à ce qu'on a entendu déjà, il est évident que les tribunaux auront besoin des faits de chaque espèce et des preuves que les parties pourront apporter et qu'elles doivent nécessairement collecter dans cette période. Et ne pas attendre d'être face à un contentieux ou face à un différend, en tout cas, avec un contractant pour savoir comment on a agi et comment on a fait en sorte de gérer de bonne foi une situation qui était totalement inattendue pour tout le monde. Je parlais des leçons d'histoire et de leur peu d'intérêt dans le contexte actuel parce que on le voit bien, les notions de force majeure et d'imprévision ont normalement en commun de ne pas pouvoir être décrétées de façon générale. Alors, on a des déclarations politiques, notamment au regard des contrats publics, où on a parlé de la force majeure, mais le juge en tant que tel devra analyser au cas par cas, affaire après affaire, les contrats qui lui seront soumis. Est-ce qu'il y avait des stipulations sur la définition de la force majeure? Est-ce qu'il y avait des stipulations sur les clauses de hardship ou de circonstances exceptionnelles? Ou sinon appliquer la loi et notamment peut-être l'article 195 sur l'imprévision, mais qui ne concernerait finalement que les contrats conclus depuis octobre 2016 et ceux qui ont été renouvelés depuis. Toutes ces questions-là
devront être vraiment analysés au cas par cas en fonction des critères et, on l'espère, en fonction du contrat et des stipulations que pourront contenir le contrat. Et on l'a vu, chaque contrat est typique avec des conditions différentes et il faudra veiller à ce que chacune des parties puisse apporter la preuve de son exécution de bonne foi dans le cadre de ces clauses contractuelles ou de leurs engagements contractuels en règle générale pour voir quelle décision pourra être donnée. Il faudra tenir compte pour le juge du contrat de la loi, mais aussi des dispositions gouvernementales qui ont été prises récemment. Et je pense notamment aux interdictions de manifestation à un moment donné à 5000, à un moment donné à 100 personnes, des mesures qui ont été prises au fur et à mesure de l'avancée de l'épidémie, et il faudra qu'on se replace dans chaque situation au moment, et avec la connaissance qu'avaient les partis, au moment où telle manifestation n'a pas pu se faire, ou telle réunion de chantier n'a pas pu se faire non plus, si on était au 10 mars ou au 24. Et la connaissance change tous les jours. Et ça sera évidemment aussi à appréhender. Quand on regarde la jurisprudence sur la force majeure, certains cas ont eu trait au SRAS ou à la grippe H1N1, et on voit bien que dans ces cas passés, la force majeure était rarement reconnue par les tribunaux, notamment face aux critères de l'irrésistibilité. Maintenant, ces crises-là ne sont pas comparables avec celles que l'on vit actuellement, qui ont des impacts beaucoup plus importants, beaucoup plus nombreux et beaucoup plus récurrents. Et là aussi, eh bien, c'est les tribunaux de commerce, entre autres, mais les tribunaux de commerce qui devront se prononcer en premier lieu, puisqu'on n'a pas véritablement de jurisprudence sur laquelle on peut se reposer, je dirais entre guillemets, mais en tout cas on peut s'appuyer. Ce sont les tribunaux de commerce qui devront initier cette jurisprudence et initier cette qualification ou cette reconnaissance ou pas de force majeure en fonction des événements. C'est pour ça que le type de table ronde d'aujourd'hui est important pour pouvoir échanger et pour aussi avoir les avis de la doctrine, puisque la doctrine, on le voit par exemple, s'est déjà lancée sur la rédaction d'articles sur la force majeure et l'imprévision face au Covid-19 par exemple, et on voit que c'est évidemment une matière qui va donner lieu à de nombreux échanges entre les acteurs économiques et les acteurs du droit, et tous ces échanges-là auront forcément un impact, et en tout cas seront une piste pour les juges, pour savoir comment apprécier les faits et les moyens de droit qui seront soulevés par les différentes parties. Juste pour finir, pour pouvoir continuer le débat, les tribunaux de commerce devront s'adapter aussi à un flux de nombre d'affaires. On le sait, avant la période de confinement, on a eu la grève des avocats. Il ne s'agit évidemment pas de porter un quelconque avis, mais on a vu aussi l'impact que cette grève a eu sur le traitement des dossiers et sur l'allongement de la durée de traitement, auquel s'ajoutera le flux des affaires qui n'ont pu être enrôlées pendant la période de confinement et les affaires qui seront issues justement de tous les sujets que l'on aborde aujourd'hui, de force majeure, d'imprévision et du sort des contrats pendant cette période. Donc les tribunaux devront s'adapter aussi pour essayer de rapprocher le temps de la justice au temps économique, et on sait quelles sont les difficultés pour atteindre cet objectif. Je pense, par contre, je cherchais des raisons d'être optimiste, et je pense qu'on a aussi l'occasion d'accorder peut-être une place plus importante au mode amiable de règlement des différends, et je pense notamment à la conciliation.
parce qu'on est dans un contexte qui est assez particulier. Il n'y a pas de reproche de faute, principalement, entre les parties qui seront devant le tribunal. Le demandeur ne reprochera pas forcément, nécessairement, une faute. Il demandera de tirer les conséquences d'une situation. Et il ne demandera généralement que la reprise de l'activité économique et la poursuite de son contrat. Et la poursuite le plus rapidement possible. Le différent portera sur comment apprécier et comment traiter la phase particulière de confinement ou la période pendant laquelle on a été empêché d'exécuter le contrat, Et je pense que si le juge a évidemment l'obligation de trancher un litige en appliquant les règles de droit, il a aussi la mission de juger et de concilier les parties. Et je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant d'aborder sur le rôle que pourra avoir, notamment par exemple, on regarde l'article 195, quel sera le rôle du juge dans l'appréciation et peut-être, et encore une fois peut-être, l'appréciation et la modification du contrat. Mais tout ça, ce sont aujourd'hui des questions. Oui, beaucoup de questions, et je suppose que votre tribunal, pas simplement je pense, dans vos chambres, mais également une chambre de élite, va avoir du travail. Je comptais bien qu'on parle aussi des modes alternatifs de règlement des litiges, parce que c'est là où on a vocation à s'appliquer, et ce d'autant que ce que j'ai compris, c'est que quand il n'y a pas de clause de vision, ce serait au juge de voir s'il y a ou non résiliation ou s'il peut imposer une révision du contrat au regard de ce que, dans le cas d'espèce, et en toute bonne foi, l'entreprise pouvait faire pour maintenir son activité. Tout à fait, mais aussi en tenant compte que le contrat, a priori, l'article 195 ne pourrait être appliqué qu'au contrat conclu ou renouvelé depuis le 1er octobre 2016, puisque c'était sa date d'entrée en vigueur. Donc, tout le monde ne pourra pas bénéficier a priori de cette disposition, sauf autre décision. Mais à la lecture de la documentation à aujourd'hui, l'article 195 ne s'applique qu'aux contrats conclus ou renouvelés à partir du 1er octobre 2016. Oui, bien sûr. Bon, je suppose qu'il y a quand même beaucoup de ces contrats qui sont dans le cadre. Diego de la Vérité, si vous voulez ajouter à ce stade, peut-être est-ce le moment de nous faire un petit développement sur de droit comparé sur la situation dans les autres pays de l'Union notamment, et voir aux États-Unis ou en Chine sur ces questions. Oui, on a regardé un peu la situation dans différents pays. Je me suis limité à 4 exemples où en réalité, si on veut faire une synthèse, il y a à chaque fois des outils qui sont sinon identiques, à tout le moins très proches de la force majeure telle qu'on le connaît. Au Royaume-Uni, il y a un concept de force majeure, mais c'est comme souvent un peu un faux ami parce qu'en réalité, la force majeure est essentiellement contractuelle au Royaume-Uni. Et il y a beaucoup de clauses dans les contrats anglais qui sont des clauses dites de force majeure et qui prévoient des scénarios auxquels le juge, à l'inverse, se tient scrupuleusement puisqu'il doit se conformer à la lettre à l'accord des parties concernant la force majeure. Et en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a le concept de frustration qui en réalité est assez proche. Je ne vais pas rentrer dans les conditions, ça serait peut-être inutilement compliqué cet après-midi, mais les conditions de mise en œuvre sont très proches de celles qu'on connaît pour la force majeure. En Allemagne, de même, il n'y a pas vraiment de principe général en droit civil allemand de force majeure, mais on peut adapter ou résilier le contrat quand il y a des circonstances exceptionnelles ou quand le débiteur peut ne pas être tenu d'exécuter ses obligations lorsque l'exécution est devenue impossible. Donc on retrouve sous des formes un peu différentes des systèmes de protection, un peu des fusibles, comme le droit français les prévoit. En Italie, pareil, il n'y a pas à proprement parler de force majeure, mais de nouveau, il y a une interprétation sur le fondement d'une disposition du Code civil italien de la possibilité de se libérer s'il y a un fait qui dispense de l'exécution du contrat et qui exclut, dans ce cas-là, que la partie défaillante soit tenue à des dommages-intérêts pour une exécution. Et on a même regardé en Chine, la patrie du pangolin, comme on l'a tous appris récemment,
qui elle aussi prévoit dans la loi sur les contrats de la République populaire de Chine des dispositions supplétives de volonté qui permettent de définir, qui définissent la force majeure comme une circonstance objective qui est imprévisible, inévitable et insurmontable. Donc on voit qu'une fois encore, dans des pays aussi lointains que la Chine, on tourne autour des mêmes pôles et des mêmes concepts. Oui, je crains, s'agissant des mesures pouvant être prises aujourd'hui en matière de conservation de preuves, je n'ai pas connaissance aujourd'hui d'une action, par exemple, fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile. Euh, les- les- le tribunal a pu a pu tenir certaines audiences, notamment en procédure collective, par visioconférence, mais je n'ai pas connaissance à ce stade d'ordonnance ou de- de- d'action qui permettrait d'avoir une conservation de la preuve de manière judiciaire. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là dans la conservation de la preuve ou dans la situation actuelle? Le silence, enfin, la preuve en matière commerciale est libre et le silence de réponse à un courriel, par exemple, pendant un délai somme toute assez court, puisque tout change très vite, peut être démontré par l'échange de mails, sauf justement considérer qu'il y a une preuve contraire ou un problème de mail, mais c'est quand même assez rare. Et les tribunaux de commerce sont très ouverts sur les preuves qui peuvent être fournies à l'appui des faits qui sont allégués. En pratique, Par contre, excusez-moi, par contre, vous avez des huissiers qui fonctionnent, qui fonctionnent tout à fait aujourd'hui et qui peuvent tout à fait faire des constats de présence ou d'absence de présence d'une entreprise sur un chantier, par exemple. les huissiers continuent de travailler, évidemment dès lors qu'on respecte les mesures sanitaires, d'éloignement, etc. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de greffiers, très peu de greffiers dans les juridictions civiles et consulaires. Alors en matière pénale, elles ont été un peu astreintes à faire le service minimum pour les affaires urgentes, mais c'est un peu la difficulté pratique qu'on rencontre. L'autre, et ça je sais qu'on s'y attelle à la chancellerie, c'est la question, puisqu'on va avoir un déconfinement, vous savez, qui va aller en graduation, et qu'on voudrait reprendre les audiences le plus vite possible, pas simplement devant les tribunaux de commerce, c'est la question de l'équipement des salles d'audience, puisque on prévoit maintenant la visioconférence, qui est évidemment la meilleure moyen de ne pas se rencontrer, et de continuer d'avoir des audiences. Et encore faut-il que les chambres et les tribunaux soient équipés. Pour répondre à votre question, oui, bien sûr que les modes alternatifs de règlement des litiges est la bonne solution. On a promu, il y a notamment des formations qui sont organisées par le barreau de Paris avec les 3 ou 4 associations qui s'en chargent pour que les avocats soient de plus en plus dans le droit collaboratif, puisqu'il va s'imposer, il sera une manière aussi de désengorger les tribunaux, même si je pense que les grandes premières affaires qui viendront auront vocation à aller à la conciliation du président du tribunal, de donner un peu le là lorsque tout va se dénouer et que les sociétés ont besoin de savoir ce qu'elles peuvent ou non faire. L'avantage des conciliations devant le tribunal, mais je parle Je ne sais plutôt pas, Pauline Gaget, qu'est-ce que vous voulez ajouter à ce stade? Je suis pas sûre de vous avoir entendu. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce stade? Des Non, préoccupations je trouve ça légales? relativement intéressant. Ce qu'on a vu, nous aussi, aujourd'hui, qui fonctionne, c'est les référés. On a encore la possibilité de faire des référés. Et c'est des questions qu'on examine hein, sur certains de nos contrats en particulier. Et on pense que ça peut relativement bien fonctionner aujourd'hui. Moi, j'ai été confronté à un référé où j'ai demandé à ce qu'il y ait la visioconférence et on m'a expliqué, je ne dirais pas qu'il y avait le tribunal en question, mais qu'elle n'était pas en place, donc on ne pouvait pas la mettre en place. Donc on nous a demandé de venir devant les tribunaux, tout en nous indiquant vous serez à peu mettre de chacun des autres. D'ailleurs, dans le tribunal, on a séparé les deux assesseurs. Bon, ça, c'est du bricolage. Je pense qu'il va falloir trouver des méthodes plus rapides et Mm. que la justice reprenne son cours parce que ça va être indispensable.
ne sais pas si le public, qui est assez nombreux quand même, peut nous poser des questions, au moins par écrit. Il ne faut pas hésiter à le faire. Chacun des participants qui sont présents. Moi, je ne vois rien, arriver sur mon écran. François de Maublanc, donc juge consulaire. Ah, Me semble-t-il, la différence de nature considérable qu'il va y avoir, c'est que notre droit et nos contentieux ont vocation à être marginaux. C'est-à-dire que l'immense majorité des contrats sont respectés, l'immense majorité des boîtes arrivent à payer leurs factures, et donc le droit est fait pour régler les conflits à la marge, qui sont effectivement, qui affectent X%, mais assez marginalement les rapports inter-entreprises. C'est-à-dire c'est du quelques pour 1000 ou quelques pour 10 000. Et là, on va être devant un cas de figure absolument unique, c'est que les conflits vont affecter une part considérable des contrats, mais peut-être pour une période assez courte. Et je pense que le vrai facteur discriminant, ce sera la longueur de la période. Parce que si la période n'est pas trop longue, l'ensemble des acteurs auront intérêt à ne pas passer par le mode judiciaire. Par contre, si la période est très longue, là, ça va changer, mais il y aura les menaces de procédure collective. Donc, me semble-t-il, l'effet totalement novateur de cette crise, c'est qu'elle va affecter un nombre colossal d'intervenants et donc des effets de chaîne qui n'ont jamais été vus auparavant. Sauf à faire des législations spéciales, et il y aura peut-être des législations spéciales. c'est surtout les moyens qu'il faut donner. Ce que j'espère, c'est qu'au niveau gouvernemental, ils vont faire en sorte que les tribunaux aient les moyens de prendre des affaires et de les juger. Et c'est toujours le même problème auquel on est confronté. C'est pas vraiment un problème de moyens des tribunaux, c'est que si aucun contrat n'est respecté, ça n'a aucun sens d'avoir des tribunaux qui disent toutes les 5 minutes il faut le respecter. C'est pas le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que la justice, elle sert à dire à des gens marginaux qui ont les moyens de respecter, vous n'êtes pas sympa et je vais vous obliger à le faire. Quand c'est le cas de tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Il est là le vrai sujet. C'est qu'on va avoir plein de gens qui vont nous dire, moi j'avais les moyens de respecter mon premier contrat, éventuellement le second, mais dans ce cas-là, je ne pouvais plus respecter le troisième. C'est qu'en ce moment, les chefs d'entreprise, ont vocation à quand même fixer, je sais bien que c'est au cas par cas, mais une forme de jurisprudence aussi. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que si aucun contrat n'a fonctionné pendant 2 mois, c'est pas du tout la même chose comme problématique juridique que quand certains contrats ne fonctionnent pas pour des causes individuelles. C'est ça qui est notre défi à relever intellectuellement et c'est pour ça qu'il faut que les profs, les avocats, etc. réfléchissent à ce problème. C'est qu'on est devant un problème collectif. Dans les grandes périodes historiques où il y a eu ça, il y a eu des législations particulières qui ont effacé un certain nombre de choses. S'il n'y en a pas, il va falloir réfléchir à comment mutualiser cette problématique d'inexécution qui va toucher tout le monde. Encore une fois, si elle est un peu longue, hein, si elle dure que 4 semaines, ça va se gérer, ça va se régler, on va y arriver. Mais si elle est longue, c'est un petit problème. Donc il faudra des réponses juridiques intelligentes. Donc c'est une piste de réflexion à ceux qui vont aider les petits juges que nous sommes à essayer de réfléchir à ce qui va nous arriver, nous tomber dessus, mais je ne suis pas du tout sûr qu'on va avoir toutes les inexécutions contractuelles qui vont nous arriver dessus, parce qu'il va y en avoir des millions. Il va y en avoir des millions. En ce moment, il y a des centaines de milliers de commerces qui ne payent plus leur loyer. Ouais. Donc, c'est pour d'avoir quelques commerçants qui ne payent plus et on va devant le juge et on dit il faut qu'ils payent. Moi, je voudrais parler un petit peu du monde du digital, qui est fortement touché aussi
Par toutes ces questions, déjà, il y a des e-commerçants qui ont été totalement coupés par leurs hébergeurs. Donc, je pense que là, on peut commencer à parler de faute, hein, dans ce contexte. Il y a beaucoup de postures de cow-boy, effectivement, en ce moment. Et c'est très compliqué à gérer parce que moi, on me disait hier qu'on ne peut pas faire de référé. Justement, mon avocat me disait c'est pas possible d'aller faire un référé. Nous, dans le monde de l'Internet et des informations, on fonctionne avec la publicité. On fonctionne avec des acteurs qui diffusent notre publicité et avec des contrats sur nos différents sites Internet qui sont tantôt pour le même client avec fournisseur, pardon, avec en droit français ou en droit anglais selon le site internet, parce que c'est tombé comme ça. Et donc, on a les mêmes contrats en termes de verbatim, parfois droit français, parfois droit anglais, et où 2 jours au lendemain, ils ne nous payent plus notre minimum garanti. Alors, qu'est-ce qu'on dit nous? AMG, on dit que c'est fait pour c'est prévu précisément pour régler des situations non anticipées. Et on considère qu'ils profitent un peu de cette occasion de tout d'un coup arrêter de nous payer de l'EMG pour payer simplement aux revenus et aux revenus publicitaires. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas aller en référé pour nous plaindre. Donc, ils appliquent quelque chose de Je confirme qu'il y a des référés d'erreur possibles lorsqu'on justifie d'une urgence. Alors évidemment, ou d'un péril. tout est vraiment. Moi, j'avais compris qu'ils étaient limités aux cas de péril, mais peut-être que Monsieur Lamoureux ou Monsieur Maublanc peuvent nous éclairer là-dessus. Moi, notamment de la part du tribunal de commerce de Paris, j'avais cru comprendre que le critère actuel, c'était vraiment le péril. Enfin, on revenait à quelque chose d'assez strict. Oui, enfin, Les requêtes sont traitées. Donc, les requêtes sont traitées par le délégué aux requêtes. Sur les référés, c'est un peu plus complexe parce que c'est compliqué de faire des audiences de référé probablement dématérialisées. Là, je ne peux pas vous répondre, mais les requêtes sont traitées. Donc, éventuellement, pour les preuves, une requête il n'y a pas forcément besoin d'un référé. D'ailleurs, il y aurait un truc assez drôle, c'est que la requête disant qu'il y a pour justifier la requête, on peut dire que le contradictoire est trop compliqué. Ce serait un peu tiré par les cheveux, mais amusant. Ouais, Et les requêtes fonctionnent. pas très Mais ce souhaitable. que vous dites pour les sites Internet, moi personnellement, je suis chef d'entreprise et j'ai un assez gros site Internet, vous dites bien que tout ça va arriver à des milliers de gens. C'est de ça dont il faut qu'on prenne la mesure. Et c'est là-dessus qu'on a besoin d'outils intellectuels de tout le monde, et c'est pour ça que votre organisation est très bonne. Malheureusement, la faculté, on ne l'entend pas, pour essayer de comprendre comment on va pouvoir appréhender cet ensemble. Le problème du minimum garanti, il va y avoir des milliers de gens qui vont nous dire on ne m'a pas donné mon minimum garanti. Et il y en aura des milliers en face qui dira ben, comme j'avais rien en face, il n'y a pas de raison qu'il y ait un minimum, donc ça va poser des problèmes de droit. Donc je ne sais pas comment. C'est très bien de dire que les choses sont individuelles quand on a des cas, encore une fois, qui sont marginaux sur la marche économique. Mais quand ça devient 40% des acteurs économiques, voire 50 qui vont avoir des problèmes, le raisonnement individuel, ça ne va pas être simple. Eh oui, mais c'est pour ça qu'il faudra que les premières décisions se donnent un peu le là, comme je disais tout à l'heure, et que surtout on dise à tous nos clients et vous dans vos entreprises, c'est les critères de bonne foi qui sont pris en considération, parce qu'il ne faut pas que on profite de la situation pour se dégager d'obligations alors même qu'on pourrait les remplir. Mais comme l'a dit très justement Frédéric Lamoureux, on va avoir plein de gens de bonne foi devant nous. Ça va être très différent d'habitude. Il arrive souvent que dans les contrats, les deux soient de bonne foi. Mais là, ça va être pratiquement toujours le cas. C'est que chacun arrivera avec une situation impossible. Il faudra la justifier quand même. Hein. Je dis bien, j'entends bien, mais ce sera un phénomène très différent de nos phénomènes habituels. Donc il faut que tous les gens qui réfléchissent aident les juges à trouver des outils intellectuels pour penser tout ça. Bon, ben, je pense qu'on va avoir d'autres
réunion comme celle-ci avec les juges consulaires pour réfléchir sur C'est ces très bien. critères et en œuvre. Est-ce que quelqu'un d'autre, Diego, voulait dire quelque chose? Non, moi, j'abondais évidemment dans le sens de tout ce qui a été dit, notamment sur les modes alternatifs de règlement des litiges. L'enjeu de tous ces litiges, alors certains sont gigantesques, mais d'autres probablement de taille plus modeste. On sent bien que les entreprises n'auront pas forcément envie de se lancer dans des contentieux de longue haleine, surtout malheureusement l'état de saturation des rôles des différents tribunaux compte tenu des événements qui étaient rappelés il y a quelques minutes. Que ce soit la médiation ou la conciliation, c'est clair qu'il va y avoir, il va y avoir une dimension très particulière sur ces deux modes de règlement vu la nature de la crise. La médiation, je ne sais pas, peut-être que les grandes entreprises vont envisager de mettre en place des systèmes de médiation un peu de grande ampleur. Enfin, tout est envisageable. Si elles savent qu'elles vont d'ores et déjà être confrontées à des réclamations quasiment sérielles de la part de dizaines de sous-traitants ou de choses comme ça peut être envisagé. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je dis salle, mais... Bonjour Marie-Denis, moi j'avais une question, je ne sais pas si on m'entend, sur en fait la force majeure et l'impossibilité d'exécuter qui serait une impossibilité de payer. Vous avez évoqué lors des débats le fait qu'un certain nombre de preneurs avaient suspendu le paiement de leur loyer. Est-ce que vous vous êtes intéressé, et je sais que souvent au tribunal de commerce notamment, il y a des discussions, des concertations sur des positions juridiques. Est-ce que vous avez regardé et vous avez des réflexions sur la possibilité, alors même qu'on n'est pas confronté à une obligation de délivrer une chose, mais plutôt une obligation de payer, et la possibilité d'invoquer une situation dans laquelle effectivement la partie serait de bonne foi et confrontée à des difficultés, notamment dans des cas de fermeture de centres commerciaux. Et là, j'essaie de trouver une illustration à mon propos, je ne dis pas un cas particulier, une position, une réflexion sur ce sujet. Merci. On vous entend très faiblement. Ce qu'on comprend, c'est la bonne foi de celui qui paye, qui exécute et qui voudrait quand même invoquer la force majeure. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Oui, allô? Ouais, je suis désolée, ça fonctionnait pas bien? Si, moi j'ai entendu. Je pense qu'on entendait. Vous voulez répondre, Diego? J'ai entendu également, et je pense que Diego l'a dit tout à l'heure, la force majeure jusqu'à aujourd'hui n'est pas, enfin, n'est pas reconnue pour une obligation de payer. En tout cas, on a très peu de jurisprudence qui pourrait, et je n'ai personnellement pas vu de jurisprudence qui permette de dire, enfin en tout cas qui permettrait d'invoquer la force majeure pour s'opposer à une obligation de payer, puisque le principe même de l'irrésistibilité de la force majeure, c'est l'événement qui doit rendre absolument impossible l'exécution de l'obligation contractée, et ça n'a jamais été, sauf au contraire dont on pourrait échanger, mais ça n'a jamais été à une somme d'argent. En matière de loyer, il y a enfin, en matière de location commerciale notamment, il peut y avoir une petite atténuation au principe, effectivement, qui est celui-là pour moi. Il peut y avoir une question derrière de délivrance conforme, c'est-à-dire que les locaux, effectivement, qui sont loués, sont toujours mis à disposition pour stocker les marchandises et autres, mais s'ils sont destinés à l'accueil du public, on peut penser à un lot dans un centre commercial ou autre, effectivement, pendant une période donnée, la délivrance ne sera plus exactement conforme au terme du bail commercial. Donc là, il y a peut-être une petite amodiation, mais sachant en plus qu'il y a des textes spécifiques qui ont été prévus qui sont assez restrictifs sur la suspension de paiement de certains loyers. C'est surtout sur la suspension des mesures, enfin des pénalités de retard notamment, mais
mais je n'ai pas l'impression que les ordonnances du 25 mars portent atteinte au paiement du loyer principal. C'est tout sur les conséquences annexes d'un non-paiement qui sont suspendues. Mais l'obligation de paiement du loyer reste. Le sujet de savoir si on paye quelque chose par rapport à, enfin, si le créancier a mis à disposition le local pour l'exercice de l'activité commerciale, le débat n'est pas vraiment de savoir si le bailleur a mis à disposition le local, il n'en a pas privé le locataire, c'est juste, mais c'est essentiel, une décision gouvernementale, administrative, du fait du prince, qui empêche l'accès au centre commercial et donc au local du commerçant concerné. Ce n'est pas une décision du bailleur. C'est vrai. Et c'est là où il faudra réussir à trancher. C'est pour ça qu'il va y avoir des législations. Parce qu'effectivement, le fait de ne pas pouvoir payer, ça ne peut pas être un cas de force majeure. Sinon, il suffirait de dire j'ai pas d'argent et c'est la force majeure. Ça n'a aucun sens de dire que quand on n'a pas d'argent, c'est une force majeure. Là, on ne pourra jamais admettre ce concept. Par contre, on pourra admettre que la non mise à disposition du fait de donne lieu à des règles juridiques propres. Si on commence à dire que le fait de ne pas avoir d'argent pour payer, parce qu'en fait c'est ça la réalité, s'ils ne payent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas encaisser, donc ils ne peuvent pas payer. Non, mais ce que Mme Gaget invoquait tout à l'heure, c'est l'inexécution du contrat par le co-contractant qui peut justifier le non-paiement quand même. Mais ce n'est pas le co-contractant qui inexécute, c'est l'État. C'est pour ça qu'il va falloir que l'État se mouille dans ces sujets-là. Oui, ayant interdit de faire une chose, c'est à lui de payer le. Ouais. Alors ça, je ne sais pas si on en est déjà là dans les législations qui se préparent. Ouais, dans certains baux, il y a quand même pour les centres commerciaux des clauses de fréquentation qui sont au départ pas rédigées effectivement dans l'idée de couvrir des situations où l'intégralité du centre est fermée, mais plutôt des cas de baisse de fréquentation quand il y a que certaines boutiques qui sont occupées. Mais effectivement, il va y avoir des situations complexes et on voit bien au travers de vos réponses que les acteurs qui viennent nous interroger se posent tout à fait les uns et les autres les mêmes questions. Si je peux ajouter un petit mot sur les fournisseurs alternatifs d'électricité se sont adressés en fait aux régulateurs justement sur ces sujets de impossibilité de payer qui pourraient être interprétés comme de la force majeure à partir du moment où on n'est plus du tout dans des conditions économiquement raisonnables. Et la réponse du régulateur, donc qui est un peu l'État quelque part, a été très très claire. Ça a été un rejet net. Donc je ne sais pas si on va vraiment pouvoir compter sur l'État. L'État, il paye les salariés. Un magasin qui est fermé, la collectivité paye les salariés à 84%. Si ça ne suffit pas et que le magasin fait faillite parce qu'il doit payer son loyer, ça n'aura servi à rien. Donc il va bien falloir trouver des systèmes. Alors il y a des emprunts, il y a des prêts, il y a des délais de paiement. Enfin, il va falloir que tout le monde soit imaginatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais peut-être une question, peut-être pour Diego. Diego a évoqué tout à l'heure le fait qu'il fayait des cas particuliers, donc chaque cas de figure sera particulier. Mais ma question est, est-ce qu'il y a un cas de force majeure ou est-ce que dans notre situation, il y a une multitude de cas de force majeure? Le port fermé, une décision de l'administration, une absence totale de services aériens. Ma question c'est, y a-t-il un cas de force majeure ou une multitude dans notre espèce? Je pense qu'en réalité, il y a une multitude, c'est-à-dire qu'on est obligé de regarder ce qui précisément dans la crise actuelle a bloqué la possibilité d'exécuter.
Donc, à la limite, on englobe tout ça aujourd'hui sous la crise, le Covid, le corona ou ce qu'on veut, mais en réalité, c'est la déclinaison individuelle des effets de cette crise, individualisée des effets de cette crise qui, pour moi, constitue ou non un cas de force majeure. Je confirme d'ailleurs, Est-ce que quand on rédige les courriers, on voit bien qu'on rentre très rapidement, c'est-à-dire que la pandémie, on en parle, mais on décrit vraiment la situation au cas par cas qui conduit en fait à l'inexécution ou la demande de suspension, mais assez spontanément finalement, parce qu'on sent effectivement, comme vous dites, qu'il y a besoin de prouver, de tracer et d'inclure un certain nombre d'éléments qui permettent de rendre tangible en fait l'événement. est-ce que quand même on ne va pas obéir à une forme de casuistique avec les entreprises qui ont été de fait totalement contraintes d'arrêter tout du fait des obligations posées par les textes, et puis toutes celles qui sont ensuite dans la chaîne, qui n'étaient pas forcément directement impactées, mais qui auraient pu s'organiser autrement. Vous ne pensez pas que à terme on pourra réfléchir à une forme de casuistique, ce qui aiderait sans doute les tribunaux d'ailleurs? Les situations sont différentes, mais il n'y en a peut-être pas des milliers. Par contre, la qualification où le tribunal devra reconnaître ou pas la qualification de force majeure, je pense vraiment que c'est à chaque échelon et à chaque affaire qu'il faudra se prononcer. Est-ce que est-ce que le blocage d'un avion a impacté un commerçant? Oui, mais pas tous, et au cas par cas, en fonction de l'obligation qu'il a été dans l'impossibilité de délivrer. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Diego, qui est de dire il y aura une multitude de qualifications, parce qu'il faudra qualifier pour chaque situation si la personne qui est poursuivie devant un tribunal peut justifier ou non de la qualification de force majeure à sa situation. Et c'est pour ça que ces décisions qui interviendront dans les mois à venir, longtemps après la situation elle-même, c'est aujourd'hui qu'il faut, et je le rappelle, faut conserver les preuves des actions et de tout ce qu'on aura pu faire pour essayer ou tenter d'exécuter son obligation. Et je vois mal quelqu'un qui viendrait juste se présenter en disant je n'ai pas exécuté mon obligation parce qu'il y avait le Covid-19, et sans essayer de démontrer les actions qu'il aura pu mettre en œuvre pour pallier à ces difficultés. Quand bien même elles n'auraient pas été suivies des faits et sans possibilité, mais au moins les démarches qui auront été faites. Et il faut dizaines de commerces qui sont fermés, ils n'ont pas le droit de travailler. Tout à fait. On ne va pas aller dire dans un tribunal des preuves. Je n'ai pas le droit d'ouvrir mon magasin. Point. Il n'y a pas besoin de se raconter des histoires pensant, et ça concerne des dizaines de milliers de magasins. Des dizaines de milliers. C'est là où, si on retourne. Ils vont tous nous raconter la même chose. Oui, mais c'est là où il faut. C'est là où il faut qu'on regarde quelle est la conséquence de la fermeture du commerce. Est-ce que la fermeture du commerce empêchait de prendre la livraison des marchandises parce qu'on n'avait pas accès aux locaux? Ou est-ce que la fermeture du commerce empêchait de payer le prix des marchandises qu'on avait reçues, par exemple, et qui étaient stockées dans l'entrepôt? Et on voit bien que le même événement, la fermeture du commerce, dans deux situations distinctes, n'entraîne pas les mêmes effets. S'il s'agit juste de dire mon commerce était fermé, je ne pouvais pas payer les marchandises. Non, mais il y a combien de restaurants en France? 20 000, 30 000, 40 000. Ils sont tous fermés. Tous. Donc on ne va pas étudier chaque restaurant pour essayer de savoir si la fermeture administrative a fait qu'ils ne pouvaient pas travailler. On est dans une problématique de volume qui est unique depuis que nous, on fait du droit en tout cas. Il n'y a pas un restaurant en France aujourd'hui qui a le droit de travailler. Donc on peut raconter ce qu'on veut, mais ce n'est pas des cas particuliers. On ne va pas passer 107 heures à chaque restaurant pour voir s'il aurait pu passer avec un guichet, un plat de riz à son truc, ou etc. Il n'a pas le droit de travailler, il n'a pas le droit de travailler. Oui, mais ces obligations sont essentiellement vis-à-vis de son personnel, vis-à-vis de ses salariés. Là, je ne pense pas qu'ils
ont tous des problèmes commerciaux, peut-être dans Bah, certains cas de figure. Il n'a pas que ça, il a ses problèmes avec son bailleur, il a ses problèmes éventuellement avec la pub qu'il a fait avec ses pages jaunes, avec ses machins, etc. Il a des frais fixes, il a des tas de choses. Il a commandé une pub. Une dernière question que je voudrais voir abordée avant qu'on termine. Dans les livres sur la question de l'exécution au nom de la force majeure, on parle toujours d'un temps de suspension des obligations, mais qui est souvent et quelquefois dans les contrats d'ailleurs assez court, en tout cas plus court que ce que le temps de confinement qui se profile et qui a déjà d'ailleurs amplement commencé. Comment vous appréhendez ce temps de suspension? Est-ce que nécessairement on le calera sur le temps de confinement ou pas? Engagé, vous avez une idée là-dessus? Pardon, pas vraiment, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que pour revenir à ce que disait Diego, c'est que dans les contrats, il y a des clauses spécifiques et qui prévoient en fait des délais au-delà duquel les contrats peuvent être résiliés. Donc de fait, les suspensions peuvent être complètement différentes du temps du confinement. Vous avez des contrats où au bout de 45 jours, une des parties peut choisir de résilier le contrat. D'autres, ça va être 2 mois, d'autres, ça va être 6 mois. Donc, et je pense que, enfin, il me semble que ces durées-là vont s'appliquer. Si l'une des parties choisit de résilier, elle pourra le faire librement, alors même que le confinement est qu'à son début. Après, la suspension est très liée au côté économique aussi des choses, hein, parce que pendant, on va dire, 3 mois, il va effectivement rien se passer pour certaines boîtes, aucun revenu. Et quand ça va reprendre, avec un peu de chance, ça reprendra très bien. Pas pour tout le monde justement, mais c'est des pertes qui reviendront pas. Le rattrapage de la suspension, économiquement et juridiquement en termes d'exécution, il n'y aura pas de rattrapage de cette suspension en fait, hein. Peut-être dans des cas à la marge, mais en grande majorité, il n'y aura pas du tout de rattrapage. C'est de l'argent totalement perdu en fait, hein, pour les entreprises. Donc suspension, non, je pense, profiter de cette période un peu particulière pour penser à la sortie, dans les cas des médiations, penser à la sortie du confinement, à la sortie de l'état d'urgence. Je ne sais pas laquelle des deux notions prendre, mais ça dépendra aussi des cas de figure pour aménager l'après avec le partenaire pour avoir une solution viable en effet. Ça va être de la négo là-dessus, ça je suis pleinement d'accord là-dessus. Il y aura forcément plein de négos à mettre en place dans un cadre contractuel peut-être aménagé et avec en plus la notion de force majeure si on continue, qui sera sans doute différente puisque maintenant on sait si le Covid était une force majeure, par exemple dans l'événementiel, si on décale un salon au mois de novembre, ça sera plus de la force majeure puisqu'on sait qu'il peut y avoir à nouveau un confinement. Donc on a aussi, quand on redécale nos activités de salon, et ça dans mon groupe, on a toute cette question sur comment on fait pour voir la force majeure à l'avenir. Voilà. Des réponses à apporter. On a 5 minutes encore avant de clôturer. Les difficultés auxquelles on sera confronté et de l'importance. Non, je pense que on voit toutes les difficultés auxquelles on sera confronté et de l'importance aussi de savoir quelles solutions peuvent se dégager dans peut-être tel ou tel secteur d'activité. Il y a peut-être en effet à réfléchir à trouver peut-être par secteur d'activité des solutions qui pourront satisfaire les parties en cause, notamment sur les loyers, puisque en fait tous les commerçants quasiment sont concernés par des loyers. Est-ce qu'on sera en mesure, et là c'est pas forcément, et c'est certainement pas le travail du tribunal, mais est-ce que les ordres professionnels pourront trouver des accords
pour savoir comment on traite le sujet des loyers commerciaux, par exemple. En sachant que des loyers qui ne sont pas payés ont un impact évident sur la situation des bailleurs. Et il ne faut pas non plus stigmatiser les commerçants qui vivent une période effectivement très difficile, mais beaucoup de bailleurs ont aussi des obligations, notamment de financement, et auxquelles elles doivent faire face. Voilà, ce sera peut-être votre mot de conclusion. J'ai envie de proposer à nos autres invités là, de dire un mot pour terminer, pour clôturer cette première rencontre. Madame Gaget, vous avez quelque chose à ajouter à ce stade? Non, on peut trouver la discussion intéressante parce que finalement, quand on est dans sa petite entreprise confrontée avec tous ces problèmes, et ben, c'est toujours agréable de pouvoir en discuter avec d'autres personnes qui ont une vision quand même un peu plus globale et un peu plus, enfin déjà avec des projections, on va dire, qui sont un petit peu différentes. Mais je vois que le sujet est complexe et quelque part ça me rassure parce que j'avais l'impression parfois de juste moi pas arriver à voir la solution, mais je me dis que c'est bon, si on est tous dans la même situation, quelque part, ça rassure. On va trouver. Oui, c'est vrai qu'il faut se parler, ça c'est toujours utile. Ouais. Comme ça, en échangeant, qu'on trouve des solutions. Diego, vous avez un petit mot de conclusion? Bon, je vous remercie. Non, je pense moi j'ai tout abordé. Je vous remercie. Bénédicte, Olivier, vous avez aussi autre chose à ajouter. Vous représentez donc le Cercle, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui est l'organisateur de cette rencontre et que je remercie et félicite parce que c'est effectivement le fait de se voir, ne serait-ce que de se voir en ce moment, c'est déjà assez agréable et de se rendre compte qu'on réfléchit tous un peu dans notre coin et qu'il faudra faire ça en bonne intelligence, que ce soit dans le cadre des règlements amiables des litiges ou quand on sera devant des juges, parce que tout le monde est confronté aux mêmes difficultés et personne ne peut s'en prendre aux autres, en fait. Fondamentalement, c'est ça la question. Vous avez un petit mot à ajouter pour le cercle? Je crois que vous allez réorganiser des rencontres comme ça sur d'autres sujets, notamment sur le contentieux, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur l'effectivité de la mise en œuvre des contentieux. Ne serait-ce que ça, c'est est-ce qu'on peut encore avoir accès à la justice? C'est un vrai problème. Et ce sera le débat la prochaine fois, si j'ai bien compris. Voilà, Oui, merci. nous avons pas eu. C'est important pour nous d'avoir la vision judiciaire. C'est très important d'avoir la vision du judiciaire. Et merci beaucoup. Et la vision aussi des conseils en droit et des avocats et le point de vue des praticiens. Et c'est vrai que le cercle est attaché à tous ces cycles de conférences. Vraiment, merci beaucoup. C'est très utile. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous et à bientôt tout le monde. Merci. beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir.